Qu'il me soit permis d'en citer un exemple encore. Une jeune femme se fait pendant quelque temps beaucoup de soucis au sujet de sa sœur cadette. Sous l'empire de cette inquiétude, des troubles de la menstruation surviennent. Ces règles, jusqu'alors régulières, durent 15 jours. La patiente commence à souffrir du côté droit de l'hypogastre et par 2 fois, sortant d'un évanouissement, se retrouve gisant sur le sol. Ensuite, une ovarite gauche se déclare, avec tous les symptômes d'une péritonite grave sans fièvre. Une contracture de la jambe gauche et dorsale, on diagnostiqua une pseudo-péritonite. Quand quelques années plus tard, la malade mourut et qu'on pratiqua son autopsie, on ne constata qu'une légère dégénérescence kystique des 2 ovaires sans séquelles de péritonite ancienne. Les symptômes graves avaient peu à peu disparu et seule l'ovarite demeurait ainsi qu'une contracture des muscles dorsaux, de telle sorte que le tronc était raide, comme une poutre. On notait également une contracture de la jambe gauche. Cette dernière fut supprimée sous hypnose par suggestion directe. La contracture du dos resta inchangée. Entre-temps, le cas de la sœur cadette avait très bien pu s'arranger et il n'y avait plus lieu de s'en inquiéter. Néanmoins, chez notre patiente, les phénomènes hystériques qui devaient leur origine à la maladie de sa sœur persistaient sans changement. Tout laissait supposer qu'il s'agissait là de troubles de l'innervation, d'altérations devenues autonomes et sans lien désormais avec la représentation motivante. Cependant, quand au cours des séances d'hypnose, la malade fut obligée de raconter toute son histoire jusqu'à sa péritonite et ce qu'elle fit est fort mauvaise grâce, de fort mauvaise grâce, elle fut aussitôt capable de s'asseoir dans son lit et la contracture dorsale disparut sans retour. L'ovarite, dont l'origine était certainement bien plus ancienne, resta inchangée. Il s'ensuit de tout cela que la représentation pathogène d'angoisse avait persisté en conservant toute son activité pendant des mois et en échappant totalement à l'influence des événements. Si nous reconnaissons l'existence de complexes de représentation incapables de pénétrer dans la conscience claire et sur lesquels la pensée éveillée reste sans action, nous devons alors admettre que c'est produite même dans une hystérie aussi simple que celle-ci ci-dessus décrite, un morcellement du psychisme en 2 parties relativement indépendantes. Je n'entends pas affirmer que tous les symptômes appelés hystériques soient déterminés par une semblable dissociation, ni fondée sur elle, mais je soutiens que la dissociation qui apparaît dans l'activité psychique et dont les manifestations nous frappent, nous forme de double conscience, sous forme de double conscience dans certains cas bien connus, existe de façon rudimentaire dans toute grande hystérie. À notre avis, la tendance à cette dissociation, sa possibilité, constitue dans cette névrose un phénomène fondamental. Mais avant d'aborder la discussion de ce phénomène, j'ajouterai ici une remarque relative aux représentations inconscientes capables de provoquer des manifestations somatiques. Comme dans le cas de contractures cités plus haut, beaucoup de phénomènes hystériques sont durables et permanents. Devons-nous admettre que pendant tout ce temps, la représentation motivante reste vivace et présente? Je crois que oui. Certes, chez les normaux, les représentations se succèdent rapidement dans le psychisme, mais nous voyons les mélancoliques gravement atteints demeurer continuellement absorbés par la même triste pensée toujours actuelle et agissante. Tout nous permet de penser que chez les normaux, un gros souci peut être présent, même quand la conscience est remplie d'autres idées, puisque ce souci détermine l'expression de la physionomie. Mais l'élément isolé de l'activité du psychisme, qui, supposons-nous, doit chez l'hystérique être plein de pensées inconscientes, en est généralement si pauvrement investi, si inaccessible au changement d'impression extérieure, que nous nous croyons autorisés à penser à la permanence possible d'une représentation toujours active. En admettant avec Binet et Janet que la scission d'une partie de l'activité psychique semble caractériser l'hystérie, nous voilà obligés de chercher à éclairer le plus possible ce phénomène. Évitons un travers qui consiste à voir derrière le substantif une substance et à considérer peu à peu le conscient, la conscience, comme des objets. Lorsqu'on s'est habitué à utiliser des localisations métaphoriques, telles que le subconscient, on voit progressivement se former une représentation dans laquelle la métaphore semble avoir été oubliée et dont on se sert comme d'une chose réelle. La mythologie se trouve ainsi achevée. Des représentations spatiales s'imposent de cette façon à notre esprit pour escorter et aider celui-ci. Quand nous parlons de représentations présentes dans la conscience claire et de représentations qui jamais ne surgissent dans la clarté, une image s'impose à nous, celle d'un tronc d'arbre dressé en pleine lumière,
mais dont les racines plongent dans les ténèbres, ou celle encore d'un édifice avec son sombre souterrain. Mais si nous gardons toujours présente à la pensée la notion du fait qu'ici la spatialité n'est que métaphore, si nous ne nous laissons pas induire à la localiser dans notre cerveau, rien ne nous empêchera alors de parler de conscient et d'inconscient à condition de maintenir cette restriction. Nous risquerions certainement d'être nous-mêmes victimes de nos métaphores si nous cessions de penser que c'est toujours dans le même cerveau et très vraisemblablement dans la même écorce cérébrale que naissent les représentations conscientes ou inconscientes. Vraisemblablement. Nous ne saurions dire comment la chose est possible, mais l'activité physique de l'écorce cérébrale nous est si mal connue qu'une énigme compliquée de plus ne renforcerait guère notre incommensurable ignorance. Nous ne devons reconnaître qu'un fait. Chez les hystériques, une partie de l'activité psychique employée à la perception n'arrive pas à pénétrer dans le champ du conscient des sujets, et il y a de ce fait morcellement du psychisme. Un cas bien connu de ce fractionnement de l'activité psychique est fourni par l'accès hystérique dans certains de ses stades et de ses formes. Au début, la pensée consciente y est tout à fait assoupie, pour ensuite se réveiller peu à peu. Beaucoup de malades intelligents avouent que leur moi conscient reste, durant l'accès, parfaitement clairvoyant, et qu'il a observé avec étonnement et curiosité toutes les extravagances qu'ils ont dites ou faites. Ces sujets pensent quelquefois à tort qu'avec de la bonne volonté, ils auraient pu empêcher l'accès de se produire et sont enclins à s'en tenir pour responsables. Ils n'auraient pas dû faire ça. Les autoreproches de simulation se fondent aussi en grande partie sur cette impression. Dans les accès ultérieurs, le moi conscient n'arrive pas davantage à dominer les faits. C'est que la pensée, la faculté de spéculer dont dispose le moi conscient éveillé, se trouve alors à côté des représentations en général confinées dans l'obscurité de l'inconscient. Elle gêne la musculature et le langage et même une partie de la faculté idéative, et la dissociation du psychisme devient manifeste. Binet et Janet ont découvert et décrit le morcellement non seulement de l'activité psychique mais aussi de la conscience. On sait que ces observateurs ont réussi à entrer en contact avec le subconscient de leur malade, c'est-à-dire avec cette fraction de l'activité psychique qu'ignore le moi conscient éveillé. Ils y ont démontré dans certains cas l'existence de toutes les fonctions psychiques, y compris celle de la conscience de soi, car l'on y retrouve le souvenir de faits psychiques antérieurs. Cette moitié de psychisme forme donc un tout conscient en soi. La partie scindée du psychisme est dans nos cas reléguée dans les ténèbres, comme dans les gouffres de l'Etna, les titans qui pouvaient ébranler la terre, mais à qui il était interdit de paraître à la lumière. Dans les cas de Janet, c'est un total fractionnement de ce domaine psychique qui s'est réalisé. Il subsiste bien encore une différence de valeur, mais celle-ci disparaît quand les deux moitiés du conscient apparaissent alternativement, comme dans les cas bien connus de double conscience, et que leur pouvoir d'action ne se distingue par aucune différence. Mais revenons-en aux représentations qui, comme nous l'avons démontré, ont provoqué chez nos malades des manifestations hystériques. Il s'en faut de beaucoup que nous puissions dire des unes qu'elles sont inconscientes et des autres qu'elles sont capables de le devenir. À partir de la pensée parfaitement consciente qui déclenche un réflexe inhabituel, jusqu'à celle qui ne surgit dans la conscience que sous hypnose et jamais à l'état de veille, on trouve une série presque ininterrompue passant par tous les degrés de demi-clarté, d'opacité, d'obscurité. Néanmoins, il semble à notre avis démontrer que dans les hystéries très accentuées, une dissociation de l'activité psychique a eu lieu et qu'elle seule permet d'établir une théorie psychologique de la maladie. Qu'avons-nous alors le droit de supposer ou de dire touchant la cause et le développement de ce phénomène? Janet, qui a tant fait pour la connaissance de l'hystérie et dont nous approuvons la plupart des vues, a formulé à ce sujet une opinion que nous ne saurions adopter. Janet soutient que le dédoublement de la personnalité repose sur une faiblesse originelle du pouvoir mental de synthèse, insuffisance psychologique. Toute activité mentale présuppose une certaine faculté de synthèse, une possibilité de réunir plusieurs représentations à un tout. La fusion des diverses perceptions sensorielles en une seule image serait déjà l'œuvre de cette activité synthétisante. Nous voyons chez les hystériques cette fonction tomber bien au-dessous de la normale. L'individu normal, quand il dirige au maximum son attention sur un certain point, par exemple sur une perception sensorielle,
perd passagèrement la faculté de percevoir les impressions fournies par d'autres sens, c'est-à-dire de les admettre dans sa pensée consciente. C'est là justement ce qui advient chez les hystériques, mais sans préalable concentration particulière de l'attention. Perçoivent-ils quelque chose? Les voilà aussitôt inaccessibles à toute autre perception sensorielle. Ils ne seraient même pas capables de saisir l'ensemble des impressions reçues par un seul sens. Par exemple, ils ne perçoivent que les impressions tactiles sur une moitié du corps. Les sensations de l'autre moitié parviennent au centre et sont utilisées pour coordonner les mouvements, mais sans être perçues. Les sujets appartenant à cette catégorie sont hémianesthésiques. Chez les normaux, toute représentation en appelle par association dans le conscient quantité d'autres qui entrent en relation avec la première pour la favoriser ou l'entraver. Seules les représentations les plus vives sont hyperpuissantes à un degré tel que les associations demeurent en pareil cas sous-jacentes au conscient. C'est ce qui se produit toujours chez les hystériques. Toute représentation accapare l'ensemble de l'activité mentale, d'où les excessives réactions émotives des malades. C'est à cette propriété de leur psychisme que Janet a donné le nom de rétrécissement du champ de la conscience des hystériques, par analogie avec le rétrécissement du champ visuel. Les impressions sensorielles non perçues et les représentations qui, bien que s'étant présentées, n'ont pas pénétré dans le conscient, s'éteignent généralement sans avoir d'effet. Quelquefois cependant, elles s'agrègent pour former des complexes, c'est-à-dire la couche psychique qui échappe au conscient, le subconscient. L'hystérie essentiellement due à cette dissociation du psychisme serait une maladie de faiblesse, et c'est pourquoi elle se développerait surtout quand, sur un psychisme originellement faible, certaines influences elles-mêmes affaiblissantes s'exerceraient ou quand des exigences fortes s'imposeraient à lui, en face desquelles l'insuffisance mentale apparaîtrait plus accusée encore. Janet, dans cet exposé de ses vues, a déjà donné aussi une interprétation de la prédisposition à l'hystérie. Il existe un type hystérique, ce terme a ici la même signification que le type phtisique, qui comporte un thorax étroit allongé, un cœur petit. Janet voit dans une certaine forme innée de faiblesse mentale une prédisposition à l'hystérie. Nous allons brièvement lui opposer nos vues à ce sujet. La dissociation du conscient apparaît non parce que les malades sont faibles d'esprit, mais simplement parce qu'ils paraissent l'être, par suite du morcellement de leur activité psychique et parce que leur pensée consciente ne dispose que d'une fraction de leur capacité de produire. Nous ne saurions admettre que la faiblesse mentale constitue le type hystérique, ni qu'elle caractérise la prédisposition à l'hystérie. Un exemple permettra de comprendre notre première assertion. Nous avons pu observer à maintes reprises chez une de nos malades, Madame Cécilie M., les faits suivants. Dans les périodes de relatif bien-être, nous vîmes surgir un symptôme hystérique, une pénible et obsédante hallucination, une névralgie et autres manifestations analogues, dont l'intensité augmentait pendant un certain temps. Simultanément, l'activité mentale ne cessait de diminuer, et au bout de quelques jours, n'importe quel observateur profane aurait considéré la malade comme faible d'esprit. Sous hypnose, par les soins du médecin ou par le récit de l'incident, fait dans un moment d'émotion et avec l'expression d'un affect intense, elle se débarrassait de la représentation inconsciente, c'est-à-dire du souvenir d'un traumatisme psychologique subi dans un lointain passé. Ceci fait, non seulement elle se montrait calme et gaie, il est délivré du symptôme qui la tourmentait, mais nous nous étonnions chaque fois de sa claire et belle intelligence, de sa finesse et de la sûreté de son jugement. Son jeu préféré où elle excellait était le jeu d'échecs et elle se plaisait à mener deux parties à la fois, ce qui n'est certes pas l'indice d'un pouvoir intellectuel de synthèse diminué. Une impression s'imposa à notre esprit. Au cours de tout ce processus pathologique, la représentation inconsciente avait attiré à soi une fraction toujours croissante d'activité psychique, et à mesure que se produisait ce phénomène, la participation de la pensée consciente devenait moindre jusqu'à ce que la malade chût dans une totale imbécilité. Mais plus tard, en reprenant ses esprits, Madame V.N. témoignait d'éminentes capacités. Nous ne devons pas, pour établir une comparaison avec les états des sujets normaux, nous servir de la concentration d'esprit propre à l'attention, mais de la préoccupation. Quand une vive représentation à un souci, par exemple, préoccupe un individu, tout le rendement intellectuel de celui-ci s'en ressent d'une façon analogue. Tout observateur subit l'influence de l'objet observé, et nous sommes tentés de croire que Janet a établi ses conceptions principalement en étudiant à fond les hystériques débiles mentaux,
que recueillent les hôpitaux et les asiles, parce que leur maladie et la déficience mentale qui en découle les empêchent de s'adapter à l'existence. L'hystérique plus instruite que nous avons observée nous impose relativement à son psychisme une idée essentiellement différente. Parmi les hystériques se trouvent, pensons-nous, certains sujets possédant l'intelligence la plus lucide, la volonté la plus forte, l'esprit le plus critique. L'hystérie n'exclut à aucun degré les dons psychiques que le sujet possède en puissance, mais que la maladie l'empêche d'utiliser. La patronne des hystériques, sainte Thérèse, ne fut-elle pas une femme géniale ayant le sens pratique le plus développé? Il est vrai d'ailleurs qu'à aucun degré la sottise, l'incapacité, la mollesse ne sauraient prémunir contre l'hystérie. Même si l'on fait abstraction de tout ce qui ne découle que de la maladie, on est obligé de reconnaître la fréquence chez les hystériques d'une débilité mentale. Mais il ne s'agit point dans ce cas de sottise, d'engourdissement mental, mais plutôt d'un degré excessif de mobilité qui fait du sujet un incapable. J'aborderai par la suite la question des prédispositions. Disons seulement ici que nous ne saurions accepter l'assertion de Janet qui affirme qu'une déficience mentale est à la base de l'hystérie et de la dissociation psychique. A l'inverse de Janet, je crois dans un grand nombre de cas, la dissociation se fonde sur une excessive activité psychique, sur une habituelle coexistence de deux séries de représentations hétérogènes. On a maintes fois souligné le fait qu'il nous arrivait souvent de ne pas agir seulement de façon mécanique, alors que toute une série de représentations traverse notre pensée consciente. Nous sommes capables de fournir un travail psychique incontestable, alors que notre pensée est occupée quelque part ailleurs, comme par exemple quand nous lisons un texte à haute voix avec les intonations appropriées, sans cependant savoir le moins du monde ce que nous avons lu.